Il est 5h30, il est l'heure d'aller travailler. Levez-vous. Oui. Le jour se lève et les premières lueurs embrasent le ciel. Un voile ocre teinte les eaux du lac Chiam et tout rappelle que l'on se trouve au cœur de l'Asie. Le chant des oiseaux réveille doucement la province de Dong Nai, au Vietnam. On pourrait se croire dans un rêve, mais la réalité reprend vite le dessus. Allez, il faut aller travailler. « 6, 8, 9, levez-vous. Il faut aller travailler. » Oui. Dans les familles vietnamiennes, on nomme souvent les enfants par des chiffres. On attribue le premier numéro au père, qui, en tant que chef de famille, représente la figure emblématique. Ensuite, le premier enfant sera le numéro 2, le suivant 3, et ainsi de suite. Une coutume que les gens ont adoptée dans tout le pays. Ici, la vie est rude et chacun se débrouille comme il peut pour subvenir à ses besoins. Même si la région est particulièrement belle, vivre à la campagne n'est pas de tout repos. Il y a quelques années, on se déplaçait uniquement par des petits chemins de terre rouge. Actuellement encore, l'eau potable n'est pas accessible à tout le monde. Il faut la puiser au lac ou creuser un puits. Quant au système de télécommunication, ils sont pratiquement inexistants. À Dong Nai, l'information circule de bouche à oreille. Une poignée de gens a fait le pari de vivre ici, au milieu de rien. Pour ça, ils ont dû s'adapter. Ils ont su se débrouiller et s'organiser entre eux pour assurer leur vie quotidienne en pratiquant l'échange. Une nécessité qui fait loi lorsqu'on est à l'écart de toute urbanisation. Je suis Wu Van Quang. Je suis le chef de cette famille. Avant, j'habitais en ville et pour des raisons économiques, je suis venu m'installer ici, juste après la libération du Sud. À l'époque, ça s'appelait Saigon. Même si aujourd'hui on dit Ho Chi Minh Ville, les gens du Sud préfèrent encore dire Saigon. Le matin, quand je me lève, je coupe le bois pour ma femme pour qu'elle puisse faire à manger et confectionner l'alcool de riz. Ensuite, je pompe l'eau. Je lave les cochons, j'arrose les plantes, je désherbe et je range pour que tout soit propre. Et je donne aussi à manger aux poules et aux poissons. Après la libération du Sud, je suis venu vivre ici en 1976. Cela fait déjà de nombreuses années. Mes enfants veulent que j'aille vivre en ville, mais je ne le veux pas. Eux, ils y vont pour travailler, mais moi, je préfère rester vivre ici. C'est un lieu tranquille et calme. Il n'y a pas de bruit et pas de voiture. Nous sommes vieux et la vie est paisible. Si je veux travailler, je travaille. Si je veux me reposer, je me repose. Après, si vous voulez, je vous emmène voir ma maison. J'ai des cochons, du biogaz. Là-bas, il y a le ballon de gaz. Ce gaz, au départ, passe par cette fosse, puis par là, pour enfin le récupérer et le stocker plus haut afin de pouvoir l'utiliser chaque jour. En vivant ici, on achète très peu de choses. Par contre, on doit faire en sorte de se débrouiller et trouver des idées pour survivre. On a du gaz, on a du bois, on élève les poules pour manger et on mange les légumes qu'on plante. Quang a depuis longtemps renoncé à faire fortune. Son seul objectif est de procurer à sa famille ce qui lui est nécessaire. Avec peu d'argent, il fait la démonstration que le génie humain parvient à surmonter tous les obstacles. Aujourd'hui, on a de l'eau. On vit beaucoup mieux. Je viens de forer un puits de 50 mètres pour pouvoir utiliser de l'eau. Il y a encore quelques années en arrière, vivre ici, c'était très difficile. C'était pas comme avant. Maintenant, c'est plus agréable. Quand j'ai du temps, je vais rendre visite à mes voisins et en particulier à mon meilleur ami, Monsieur Tam. Je le connais depuis longtemps. C'est celui qui pêche le poisson au filet. 1 à 2 fois par semaine, je vais le voir. Il a mon âge et on s'entend bien.
Si je ne vais pas le voir, il est triste, alors on se rend visite à tour de rôle. Souvent, quand il revient de sa pêche, il me ramène un bon poisson. Et moi, en retour, je lui donne de l'alcool de riz. C'est pareil avec tout le voisinage. Si quelqu'un a besoin de quelque chose ou quelque chose à échanger, on vient me voir. Ça fonctionne comme ça. Et c'est même devenu une habitude. Je confectionne l'alcool de riz depuis 7-8 ans déjà. Je fais ce travail en plus pour obtenir le marc et le donner aux cochons. Avec la vente de l'alcool, je récupère mon investissement. Et le peu de bénéfices que j'en tire, je le réinvestis en achetant d'autres cochons. Je distille 2 à 3 fois par semaine. Sinon, je n'ai pas assez de marc pour nourrir les cochons. Si on veut que notre élevage de cochons nous rapporte, il faut absolument trouver un moyen avantageux et économique pour réduire l'achat de leur alimentation. Cette idée est venue tout simplement parce que les cochons mangeaient beaucoup et qu'on dépensait énormément. Alors, on a appris à distiller en demandant conseil à des amis distillateurs pour savoir. Au final, ceci nous a permis de réduire considérablement le coût. C'est le moment de verser le riz fermenté, car l'eau bout déjà. La distillation n'est pas prohibée dans le pays. Surtout que Quang troque en général son alcool contre des denrées alimentaires de base. Son saké est très apprécié dans la région car sa méthode de préparation est unique et lui donne un goût très particulier. Donc quand les fins de mois sont difficiles, sa petite distillerie constitue un recours temporaire en attente des jours meilleurs. Je ne fais pas de dépôt-vente, je fais que de la vente directe. Dans le coin, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on a gardé le principe du troc. Par exemple, ils viennent avec du maïs. Je leur échange mon saké contre ce maïs pour le donner à mes cochons. Et quand c'est des fruits ou des légumes, je leur échange pour manger. Et ceux qui n'ont rien à échanger, je leur vends simplement ma marchandise. Quang a décidé de rendre visite à son meilleur ami. En chemin, il accueillit une branche qui lui servira d'ombrelle. Monsieur Tam, le pêcheur, lui a donné rendez-vous au bord du lac pour l'emmener avec lui. Il fait déjà très chaud et le soleil est loin d'être au zénith. Quang est toujours très heureux de parler du bon vieux temps, mais il a peur de l'eau, il n'est pas rassuré de monter dans la barque. Il ne sait pas nager et il se sert de 2 bidons qu'il a attachés à sa taille en guise de bouée de fortune. Je vis ici depuis 1957. Je viens du Nord. Ma maison est là-bas. Je ne suis pas un pêcheur à la ligne, je ne pêche qu'au filet. Je pars poser le filet de 15h à 18h30. Et le lendemain matin, je remonte le filet à 4h. Certains jours de chance, je peux remonter 5 à 10 kilos, voire plus. Et les jours maigres, seulement quelques kilos. Pour un couple de vieux, c'est suffisant. Tu comptes encore pêcher combien d'années avant de t'arrêter? Je ne sais pas. Ça dépend du bon Dieu. S'il me donne la santé, je continue. Si c'est pas le cas, on verra. Je suis déjà vieux et ma vue n'est plus très bonne. Les petits pêcheurs ont cette particularité que l'on ne trouve qu'au Vietnam, de savoir ramer avec les pieds. Ils s'installent à l'avant du bateau et pédalent, ce qui leur permet d'avancer assez vite et sans trop d'efforts. Lorsque la barque est plus petite et qu'elle ne peut contenir qu'une personne, ils se servent alors de 2 palettes de bois en forme de raquette pour pagayer. Monsieur Tam n'a pas peur de l'eau, car il a appris à pêcher très jeune avec son père. En venant s'installer dans la région, il a trouvé une qualité de vie inégalable.
un lieu où le tourisme ne s'est pas encore développé en comparaison à d'autres endroits du Vietnam où il contribue à l'essor du pays. Lui non plus ne cherche pas à s'enrichir, mais à profiter d'une vie simple et paisible, loin du tumulte des grandes villes. Il vit encore selon un mode de vie traditionnel, sans être obligé d'équiper son bateau d'un moteur ou d'un système de pêche plus moderne. Maintenant, tu commences à avoir beaucoup de poissons. Tu en remontes de plus en plus. Waouh! J'en ai encore eu un. Tu sais combien coûte ce genre de poisson? Maintenant, c'est 80 000 dong le kilo. Encore un qui s'est pris dans le filet. Si on pèse, tu dois être pas loin des 5-6 kilos. 5 kilos. Quand je pêche, je m'assois au bord de l'eau, juste pour attraper quelques poissons pour les faire griller. De temps en temps, lorsque Monsieur Tam part à la pêche, je l'accompagne pour lui tenir compagnie. S'il attrape un bon poisson, il me le donne. Je le remercie et je le ramène à la maison pour le griller. La vérité, c'est qu'il a peur de se noyer au milieu du lac. C'est pour cela qu'il ne pêche qu'au bord de l'eau. Il n'est pas courageux comme moi. La peur de la mort? Tout le monde a peur de mourir. Mais quand je viens avec toi et que tu n'attrapes rien, tu dis que je te porte la poisse. Aujourd'hui, si tu attrapes beaucoup de poissons, tu pourras dire que je t'ai porté chance. Le peu de poissons qu'il remonte lui suffit largement. Il n'en demande pas plus. Il sait qu'une pêche abusive aurait de mauvaises conséquences sur l'écosystème du lac. Et pour ça, il se contente de pêcher au filet. Quand sa journée est fructueuse, il donnera à ses amis les poissons qu'il n'aura pas vendus sur le marché ou les échangera contre d'autres denrées. Le lac Chi An est très important pour les habitants de cette région. Il a permis de subvenir aux besoins en eau, particulièrement essentiels pour les cultures pendant les périodes de sécheresse. Sans cette ressource, la vie aurait été plus rude et il y aurait bien moins de monde ici. Une très bonne journée de pêche. Tu remontes combien de kilos? Une très bonne journée de pêche, c'est au-delà d'une trentaine de kilos. Et là, c'est un jour normal. C'est à peu près 100 000 dong. 9 est la petite dernière de la famille. J'adore nourrir les poules. J'adore leur donner à manger. J'aime bien les observer tourner autour de moi et entendre tous les jours les cliquetis des poussins. Pour assurer une meilleure croissance aux poussins, 9 leur donne de la brisure de riz tous les matins. Sa tâche est moins difficile que celle de ses frères et sœurs, du fait qu'elle est la plus jeune et qu'elle va encore à l'école. Quand les poussins auront atteint leur maturité, eux aussi devront se débrouiller. Ce qui m'amuse le plus, c'est de les compter. 1 poussin, 2 poussins, 3 poussins, 1 poussin, 2 poussins, 3 poussins, 4 poussins, 5 poussins. Ils courent partout. Je n'arrive pas à compter. Trois a la charge de ramasser les feuilles mortes autour de la maison. Du fait qu'il n'y ait que 2 saisons dans le sud du Vietnam, les feuilles ne tombent pas toutes au même moment. Au nord, il existe 4 vraies saisons, même si l'hiver n'est pas trop rude et que l'automne est court. Je ramasse ces feuilles pour ma petite sœur et ma mère. Plus tard dans la journée, elles vont préparer le café. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bois que j'utilise ces feuilles.
J'en profite pour nettoyer et les enlever. Du coup, ces feuilles serviront comme combustible pour torréfier les graines de café. Une fois sa tâche achevée, Troy va déposer son sac qui sera récupéré par sa mère, qui s'en servira pour la torréfaction du café plus tard dans la journée. Tu dois apprendre à donner à manger tout doucement. Les poissons sont encore petits. Si tu fais des mouvements trop brusques, ils s'en vont et ne mangeront pas le lisier de porc. Plus tard, quand les poissons seront plus grands et que tu voudras les manger, tu leur donneras à manger de la nourriture pour poissons pendant 2 semaines pour nettoyer leur intestin. Voilà, c'est comme ça. C'est bien. Continue. Pas trop brusque. Sinon, ils ne mangent pas. Dans ce bac, mon père élève 3 sortes de poissons. Poisson hong, poisson che et poisson ro. Il m'apprend comment les nourrir car il a beaucoup de travail. Je l'aide tous les jours en donnant à manger aux poissons. Je les nourris une fois le matin avant de partir à l'école et une deuxième fois plus tard dans l'après-midi pour qu'ils aient à manger et qu'ils grandissent vite. Le fruit du caféier est une drupe ou cerise. Il s'agit d'un fruit constitué de 2 noyaux, entouré d'une partie charnue qui n'est pas consommée. Le trésor, ce sont justement ces 2 noyaux. Madame Kwang a laissé plusieurs jours les graines sécher au soleil, et on parle désormais des fèves de café. Pour éviter qu'elles moisissent, il faut bien les étaler et les aérer en les retournant régulièrement à l'aide d'un râteau. Pour la torréfaction, elle utilise un cylindre en métal que Kwang a fabriqué de manière artisanale. Griller le café est tout un art que seule Madame Kwang maîtrise. Une mauvaise cuisson pourrait le charger d'amertume. Plus longtemps les grains seront grillés, plus ils fonceront et plus le café sera corsé et fort en goût. Le four est un simple cube de ciment, confectionné par Kwang. Les feuilles ramassées par Troy feront office de combustible. Madame Kwang les brûlera progressivement en faisant bien attention que le feu reste constant tout au long de la cuisson. Je pense que je suis la seule à torréfier le café dans le coin. Les gens me ramènent les graines qu'ils ont cultivées derrière la maison. Je leur torréfie en échange d'une partie de leur récolte, où ils me paient pour le service rendu. Ils me demandent parfois comment je dois leur torréfier, s'ils veulent que leur café soit plus ou moins cuit, ou parfois même légèrement brûlé. Ils me déposent les graines et on se convient d'un jour pour qu'ils reviennent prendre leur café moulu. Avec ce travail, j'améliore un peu plus mes fins de mois. J'apprends à mes filles à torréfier le café, déjà pour qu'elles sachent le faire, si elles veulent plus tard gagner un peu d'argent, et en même temps elles m'aident à le faire. Par semaine, je peux torréfier 2 fois ou même plus. Cela dépend de la quantité de graines de café qu'ils me ramènent. Sinon, c'est 1 fois par semaine en général. De toute manière, si les gens me ramènent plus, je travaille plus. Pour faire ça, il faut tourner doucement, que le feu soit doux et régulier. Ainsi, le café aura une belle couleur et ne sera pas brûlé. Petit à petit, on sentira une bonne odeur d'arôme et progressivement, une fumée blanche va apparaître, ce qui veut dire que le café est prêt à être retiré du feu. Auparavant, le café vietnamien n'était pas aussi répandu et renommé que celui de l'Amérique latine. Pourtant, son goût particulier est une merveille. Il possède un subtil arôme de cacao qui le fait ressembler à du chocolat. Le Vietnam n'est pas le premier producteur au monde, mais il progresse chaque année. Désormais, il est reconnu mondialement comme un grand exportateur et le label Café vietnamien s'affirme de plus en plus sur les marchés internationaux. Quang ơi. Gì vậy? Cho đổi xoài này ít mướp. Xoài à? Dạ. Có ngon đấy. Dạ ngon đấy.
Xoài này bị rụng à? Dạ con mới hái bác. Hái à? Đây mướp tao đuổi coi. Tao chỉ có bằng này thôi, hết mướp rồi. Anh đỡ rồi, bữa nào tao có nữa tao đưa nhá. Vậy vui vẻ nhá. Rồi cho tao 10 cái rổ nhá. Bữa nay tao trả thôi. Cảm ơn nhá. Cháu đem đây vô nhà. Thư ơi đi học. Chờ Thư tí nhé. Mẹ ơi. Con đi học nhé. Học ngoan nhé. Dạ. Chị em là bảo ban nhau mà học nhé. Dạ. Hôm nay em đi học. Pour venir chez Quang, il fallait connaître la région. Il n'a pas toujours été facile de vivre ici. Tous les chemins étaient en terre battue, il n'y avait pas encore de route goudronnée. Il n'y a que 5 ans que le gouvernement en a décidé la construction, permettant ainsi à la population de se déplacer plus facilement. Avant, j'habitais plus bas. Maintenant, je suis venu vivre ici, un peu plus haut en hauteur. Il n'y avait pas d'eau. Il a fallu que je creuse un puits de 17 mètres pour avoir de l'eau pour boire, pour manger et pour les tâches quotidiennes. J'ai utilisé ce tube de néon. Des amis m'ont demandé à quoi pouvait servir ce tube. Je leur ai dit que lorsque je pompe de l'eau, ça m'indique le niveau, pour savoir si je devais encore pomper de l'eau ou pas. Ils m'ont dit que j'avais une très bonne idée. Plus tard, j'ai commencé à élever des cochons. Cette fois-ci, il a fallu que je fore un deuxième puits, de 50 mètres de profondeur. Ce puits sert à laver les cochons et arroser les plantes. Comme on était nombreux et qu'on utilisait beaucoup d'eau, je devais stocker l'eau dans une citerne, au cas où il y aurait des coupures de courant. Sinon, je ne pouvais pas me servir de la pompe. Là, au moins, même si je n'avais pas de courant, j'avais quand même de l'eau en grande quantité pour les besoins quotidiens. Parfois, des amis me demandaient pourquoi j'avais 2 puits pour une si petite exploitation. Ce n'était pas pour économiser, c'est simplement parce que je n'ai pas assez d'eau et qu'il fallait faire comme ça, c'est tout. Maintenant, l'eau ne me manque plus comme auparavant. À l'époque, j'allais la chercher au lac. Il a fallu la transporter et c'était pas propre. Plus il y a à manger, plus les cochons mangent. Si on ne mesure pas la quantité de nourriture, on ne fait pas de bénéfice. Il faut donner au fur et à mesure. Si on verse tout, ils mangent tout. Je donne le marc de riz à ces jeunes cochons que je mélange avec un complément de farine animale. Ils aiment ça, ils mangent vite. Après, ils vont dormir pour bien grandir. Je mélange le marc pour économiser sur la nourriture. Ça me permet d'avoir une meilleure rentabilité et d'avoir un peu plus de bénéfices. Sinon, je suis perdant. Après avoir confectionné l'alcool de riz, je récupère le marc pour leur donner. Les cochons le mangent et ils font leurs besoins. Je récupère leurs excréments et je les mets là. Je les vends aux paysans qui cultivent des fruits et des légumes. Ils achètent tout ce lisier. Au final, j'en tire même un bénéfice avec tous ces excréments. Maintenant qu'ils ont mangé, on les laisse faire une sieste. À leur réveil, on les lave de leur déjection. Et l'eau usée va aller dans la fosse. Les 2 sœurs, 6 et 8, se préparent au nettoyage des enclos, indispensable à l'hygiène des cochons. Contrairement à ce que l'on pense, les cochons adorent la propreté. Ils apprécient d'être bichonnés et lavés. L'eau est même un moyen pour eux de s'amuser. Ma sœur et moi, on est chargés de s'occuper des cochons. Dès qu'ils ont mangé, on les lave et on nettoie leurs enclos pour qu'ils soient propres. Les excréments sont ramassés et déposés derrière pour qu'ils sèchent. Plus tard, les paysans viendront prendre ce lisier pour l'utiliser comme engrais naturel dans leurs champs. Je ne suis pas éleveuse de cochons, mais j'adore m'occuper des animaux. J'ai assisté à un programme sur les risques sanitaires animaux mis en place par l'État pour apprendre comment on élève les cochons. Pour limiter la prolifération des microbes, je prends soin de nettoyer quotidiennement les enclos. Je lave correctement les cochons et je fais attention à la propreté en ramassant régulièrement leurs excréments. Mon père a rehaussé le toit de l'étable. Comme ça, pendant la période de forte chaleur, l'air passe plus facilement et ça évite toute propagation de virus ou de maladies.
Il a aussi commencé à mettre en place tout un système de récupération à partir de l'élevage de porcs. Avec les excréments, il fait de l'engrais pour les plantes, il fait du gaz pour qu'on puisse faire à manger, et il utilise même ce lisier pour le donner aux poissons qu'on élève. Il a dû être ingénieux pour trouver un moyen de tout recycler. Sinon, ça aurait été très difficile de vivre ici. On aurait certainement dû aller s'installer en ville, comme la plupart des personnes. Quand on lave les cochons, l'eau sale va s'écouler et sortir de l'enclos pour aller dans cette fosse. Regardez, c'est une fosse à gaz et c'est là que se forme le biogaz. Le lisier qu'on peut ramasser, on le met derrière. Et le reste des déjections, urine, excréments et autres, on le nettoie. Et ça va dans la fosse à gaz. Comme ça, il n'y a pas d'odeur, ça ne sent pas mauvais. Et ce n'est pas sale. Le trop-plein de la fosse à gaz va déborder. Le surplus d'eau va passer dans cette deuxième fosse, qu'on utilisera également. Là, regardez, cette eau, on va s'en servir que pour arroser les plantes, les légumes et les arbres autour de la maison. Le fumier, lorsqu'il a produit son méthane, devient un engrais naturel riche en azote, en phosphore et en potassium, ce qui lui confère des vertus fertilisantes. L'eau usée, stockée, subit une réaction chimique naturelle. Après maturation, les déchets organiques se transforment eux aussi en méthane. Voilà le cheminement. On lave les cochons, on nettoie les enclos, l'eau va aller dans la fosse, ça va dégazer et remonter par ce tuyau pour remplir cette bâche. Le gaz que je récupère dans ce ballon est un surplus de gaz. Sinon, il s'échappe et c'est bien dommage. Alors pour éviter le gaspillage, j'utilise cette bâche pour le retenir et le conserver. Quand j'ai un trop-plein de gaz dans la fosse, j'ouvre les vannes pour recevoir le surplus dedans. Je conserve le gaz au même titre qu'une bouteille de gaz. Je me sers en premier de la fosse à gaz. Lorsque le gaz de la fosse s'épuise, j'utilise le gaz du ballon. Sinon, je n'utilise que le gaz de la fosse et je laisse ce surplus en cas de besoin. Quand je lave les cochons sans surveiller le remplissage du ballon, la bâche se tend et se fissure. Boum! Ça ne fait qu'exploser. On sursaute, mais il n'y a pas de danger. Ce n'est que de l'air. Les vieilles bâches, elles se fissurent rapidement, mais les neuves, il n'y a pas de risque. Lorsque le soleil apparaît et que ça chauffe, le gaz est meilleur. Dans la fosse à gaz, c'est pareil. Quand il y a du soleil, le lisier se décompose plus rapidement et ça favorise la production de méthane. Et quand on brûle le méthane, la flamme est bleue. Mais si le temps est couvert ou orageux, quand on brûle le gaz, la flamme est rouge. Ça veut dire qu'il y a très peu de méthane. Et plus la flamme est rouge, et plus le gaz est de mauvaise qualité. C'est pour cela qu'on est obligé d'acheter une bouteille de gaz pour les jours de pluie, de vent, et aussi quand on a vendu les cochons, ou quand les cochons de lait sont trop petits et qu'ils ne font pas assez d'excréments pour la production de gaz. Maintenant, les cochons sont grands. À chaque fois qu'on les lave, on a du gaz. Le méthane se forme si rapidement que j'ai un surplus à chaque fois. J'utiliserai cette réserve de gaz comme secours en cas de besoin pour pouvoir continuer à cuisiner. La bouteille de gaz servira de feu supplémentaire quand des amis ou la famille nous rendront visite, parce qu'on aura besoin de plusieurs feux pour cuire et préparer à manger rapidement. Mais se servir de la bouteille coûte cher, plus de 400 000 dong. Avec ce système, c'est plus rentable pour moi. On n'a pas besoin d'en acheter, c'est économique, ça sent pas mauvais et c'est propre. Voilà, ça c'est le biogaz. Je vous invite à venir voir. Je vais allumer mon gaz et vous constaterez par vous-même si mon feu est de bonne qualité ou pas. C'est ce gaz-là que j'utilise pour chauffer de l'eau ou faire à manger. Vous voyez, c'est très puissant. Comme je vous l'ai dit, on se sert très peu de la bouteille. Elle ne servira que lorsqu'on reçoit du monde à la maison. Ce gaz nous suffit largement pour les tâches quotidiennes. Le matin, on utilise ce gaz. Pendant la journée, le gaz se forme de nouveau. Et le soir, on a du gaz pour cuisiner, et ainsi de suite. Non loin de chez Quang, quelques personnes travaillent dans une entreprise familiale.
À longueur de journée, elles remplissent de petits sacs transparents de sciure de bois si fine qu'on croirait de la terre. Elles fabriquent un goulot à l'aide d'un morceau de tuyau en plastique retenu par un élastique. Leurs gestes rapides et efficaces sont ceux d'automates d'une grande dextérité. Tous les sacs sont soigneusement disposés dans de grands casiers métalliques. Avec une pince, l'ouvrier attrape délicatement un morceau de bois qu'il introduit à l'intérieur de chaque paquet. Les sacs sont ensuite transportés dans un hangar voisin à l'aide d'une charrette à bras. Les paquets sont suspendus en colonne, les uns au-dessus des autres. Ils sont retenus à l'aide de fils de raffia, formant des compartiments semblables à un jardin suspendu. Les sacs de sciure sont arrosés tous les jours, en général le matin. L'eau ruisselle pour que chacun d'eux reçoive sa part. Il est nécessaire de recouvrir le hangar pour empêcher l'évaporation. Les champignons qui naissent ici ont en effet besoin de deux choses, de l'obscurité et de l'humidité. Sinon, ils ne se développeront pas à l'intérieur de leur pouponnière. Je m'appelle Nguyen Dukwi, j'habite dans cette commune. On cultive beaucoup cette variété de champignons qu'on appelle ici les oreilles du chat blanc. Ces champignons poussent en 3 phases. La première, c'est la phase de l'incubation. C'est le bois qui moisit à l'intérieur et qui fait naître le champignon. La seconde, c'est la phase du bol. C'est ce qu'on voit ici. Les champignons se développent à partir du centre pour sortir de l'enveloppe. Ils vont prendre la forme d'une coupole, c'est pour ça qu'on l'appelle en général la phase du bol. La troisième et dernière phase, c'est la transformation du champignon. De la forme d'une coupole, ils vont prendre la forme d'une assiette. Et c'est à partir de ce moment qu'ils auront atteint la pleine maturité et qu'on pourra par la suite les récolter. On utilise beaucoup ce champignon dans notre cuisine. On peut le préparer en soupe, le faire revenir ou le faire sauter avec des légumes. On le retrouve même dans certains desserts. C'est ce genre de champignon qu'on cultive et qu'on mange ici. Une fois les champignons arrivés à terme, le jardin suspendu ressemble à une bibliothèque de végétaux fleuris. Le Vietnam s'est inspiré de cette technique de culture pour pallier au manque de place, mais aussi aux exigences d'une demande de plus en plus croissante pour ce produit délicat. Je suis Troa. J'habite dans la commune Cham Bong, région de Dong Nai, Vietnam. Pendant 1 à 2 semaines, j'arrose constamment les champignons pour qu'ils puissent absorber l'eau et se développer dans un environnement humide avec un taux d'humidité élevé. C'est le temps nécessaire aux germes d'incuber avant de se transformer en champignons. Ensuite, je les prive d'eau pendant 1 semaine en les laissant sur leur enveloppe. Ils vont sécher lentement et se durcir légèrement. C'est à ce moment-là qu'on pourra les récolter. Il faut bien compter 1 mois à 1 mois et demi entre le début de l'arrosage et la récolte. Après, je les fais sécher pendant plusieurs jours au soleil et je les vends.
đợi điều hả? Đợi tao nha. Rồi. Ồ. Chưa giống như để thôi nha. Ồ, cảm ơn nhiều nha. Rồi. Chào nha. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn người khác nha. Ici, même s'il a évidemment cours, l'argent ne circule pas beaucoup. Le troc est plus approximatif, mais il permet de nouer de bonnes relations entre voisins. La mondialisation et le développement économique ont fait disparaître ces pratiques. Mais dans les campagnes, on conserve les vieilles habitudes et ces bonnes traditions. Ces champignons sont très beaux. Il y a des champignons noirs et des blancs aussi. Ils m'ont l'air très bons et de très bonne qualité. Il faut juste encore les mettre à sécher au soleil pour les conserver plus longtemps. Il m'a ramené de beaux champignons. Ils sont énormes. Et cet ananas? Excellent. Il est déjà mûr. J'ai réalisé un bon troc. Allez, venez travailler. Regardez si ces légumes ne sont pas pourris. Celui-là, il est bon. On peut le couper. Celui-là, il est bon. On peut le couper. Il se cache derrière les feuilles. Regardez s'ils ne sont pas mangés par les bestioles. Ne coupez pas les plus petits, seulement les plus gros. Je plante ce légume depuis de nombreuses années déjà. Je le connais bien. Il faut faire attention, car ce fruit est ravagé constamment par des pucerons. Celui-là, on peut le couper. Si on tombe sur une bonne période, ça va. Si c'est pas le cas, c'est un peu plus embêtant. Sur ce pied, il faudra faire attention. On mettra du lisier et on arrosera par-dessus. En général, on arrose tous les 2 jours. Sinon, soit le fruit n'arrive pas à se développer, ou soit la plante se fane. Ici, on se connaît tous et on a pris l'habitude d'échanger, c'est-à-dire qu'on donne ce fruit contre un autre fruit. C'est une coutume que les gens adoptaient dans le coin. On ne parle pas d'argent. On ne monnaie pas non plus. On préfère garder le principe du troc entre nous. Il y a aussi des personnes qui viennent d'ailleurs pour acheter nos légumes. Et quand ils reviennent souvent nous voir, ou qu'ils sont sympathiques, on donne ou on offre un peu plus. Ça fait toujours plaisir. Je désherbe autour des pieds. Plus tard, on mettra du lisier comme engrais naturel, pour que la plante pousse bien. Si ma femme ne désherbe pas, lorsqu'on mettra le lisier, c'est la mauvaise herbe qui profitera. Alors, on désherbe autour de la plante. Cette tige, on l'accroche ici. Et ce fruit qui n'a pas poussé, il faut le couper et l'enlever. Quoi? Prends le tuyau d'arrosage. Prends le tuyau pour arroser les légumes. Les gens adorent manger ce légume parce qu'il a un goût sucré. En plus, il est très facile à cuisiner. On le fait sauter avec un peu d'huile et c'est très bon. On arrose une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Mais s'il pleut, on n'a pas besoin d'arroser. Tirez le tuyau! Encore? Oui, encore du mou. Je suis au bout. Arrose là et là. Arrose bien des 2 côtés.
J'arrose ces légumes pour qu'ils puissent boire et grandir. Il se fait tard. Coupez l'eau. On va rentrer préparer à manger et se reposer à la maison. Coupez l'eau. Allez, 3, 8. On y va, on rentre. Vous êtes où? 6 et 8. Aidez votre mère à préparer à manger. Rentrez et aidez-la à cuisiner. Sơ sơ thì nó còn non mà. Vậy, xong rồi. Un jour, quand tu seras plus grande et que tu verras des gens préparer ce légume, tu sauras comment le cuisiner parce qu'il est sucré. 6. Tu as fini de préparer le feu? Oui maman, j'ai fini. Ma mère nous apprend toujours des bons plats comme celui qu'on prépare. On le fait sauter avec l'ail, maman? On fait d'abord revenir l'ail dans de l'huile. Quand ça sent bon, on rajoute le légume et on le fait sauter. J'en coupe un de plus. Oui. Je voudrais apprendre à cuisiner plusieurs plats. Plus tard, quand j'aurai une famille, je saurai leur confectionner de bons plats. Au Vietnam, dans ces campagnes, il est important qu'une femme sache cuisiner et entretienne correctement son foyer. C'est un gage de bonne épouse. La mère de famille tient aussi un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants. Madame Kwang est heureuse d'avoir 3 filles. Elle l'aide beaucoup dans les tâches quotidiennes. Les 2 plus grandes savent déjà préparer les repas. Elle n'a plus grand-chose à leur montrer. Elle se contente désormais de les conseiller sur les différentes manières d'assaisonner les plats. J'ai construit ma maison en briques avant tout le monde. Aujourd'hui, les autres l'ont construite également en briques, et de meilleure qualité. Je m'en moque, et je ne les jalouse pas. Parce que j'ai une femme, des enfants et une très belle famille. On mange, on vit, et tout va bien. Comme vous le voyez, je ne manque de rien. Je ne suis pas riche non plus. Mais au moins, je mange à ma faim et j'ai assez pour chaque jour qui passe grâce à l'effort que je fournis. En ville, ce n'est pas la vie que je voudrais mener. Il y a du bruit tout le temps, il fait très chaud. À la campagne, il y a de l'air. Avec les arbres, on a de l'ombre et c'est frais. Dans cette famille, on est soudés et on se serre les coudes. Pour moi, c'est le plus important et c'est assez. Je me sens plus à l'aise à la campagne. Je trouve que c'est plus gai qu'à la ville. Bien sûr qu'il y a des choses ou des avantages à habiter en ville. Mais je me sens mieux. Et vivre ici m'a toujours été favorable. Le moment du repas familial, c'est le moment que j'apprécie le plus. Je pense même que c'est le moment le plus important de la journée. On se réunit tous ensemble, avec mes parents, mes frères et sœurs. Les repas se déroulent toujours dans le calme et la bonne humeur. C'est un moment où chacun peut s'exprimer et dire ce qu'il a envie de dire. Il y a parfois de grandes décisions qui sont prises à ce moment-là, mais en général, c'est très convivial. On profite également de ce moment pour prévoir le travail à faire le lendemain. J'ai déjà une famille, mais de temps en temps, je viens rendre visite à mes parents, ainsi qu'à mes frères et sœurs. La visite est un prétexte. La réalité, c'est que je les aide dans leurs tâches quotidiennes avant de rentrer m'occuper de mon foyer. Je n'ai pas encore de famille et je vis avec mes parents. Mon travail, c'est de m'occuper des cochons. Avec la formation proposée par l'État que j'ai suivie, j'apprécie de plus en plus de m'occuper des bêtes.
Je suis bien à la campagne, et puis c'est calme. On n'est pas dérangé par les bruits et les lumières de la grande ville. En restant proche de mes parents, de mes frères et sœurs, je suis plus heureuse. En ce moment, je suis à l'école et je fais beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir mon année. Si je l'obtiens, je voudrais faire de longues études en école supérieure et continuer le plus loin possible. Plus tard, j'aurai le choix de choisir un bon métier que j'aimerais exercer. Ceci me permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie et je pourrais aider mes parents, mais aussi mes frères et sœurs. Je ne voudrais pas que mes parents soient tristes sous prétexte que je n'ai pas pu réussir. Je voudrais qu'ils soient fiers de moi et qu'ils voient ce que j'ai pu réaliser. Avec les études, je pourrais décider de faire ce que je veux. Les paysans se protègent en se couvrant de la tête aux pieds pour se garder de la morsure du soleil. Le travail de la terre est pénible et les jeunes désertent les campagnes. Les hommes sont ainsi faits. Ils renient la nature au profit de la vie moderne. Pourtant, elle seule peut leur procurer ce dont ils ont besoin. Ils oublient simplement qu'eux aussi lui appartiennent. Cet exode oblige les femmes à travailler autant que les hommes, et il a fallu leur inventer des outils adaptés, comme une simple roue de vélo qui, transformée et recyclée en roucage, permet de désherber les champs. Ça, c'est le riz qu'on plante, loi kai. Le riz qu'on jette, c'est ce qu'on voit là-bas. On dit loi ma. Et ça, on plante en faisant déranger, 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 en suivant toujours les rangées. Il y a deux méthodes. Loi sa, les paysans jettent les graines comme ceci. Et loi kai, on le plante pied par pied. Lorsque les paysans pratiquent le loi sa, ils parsèment les graines en laissant la plante pousser librement. Par contre, ils éclaircissent au fur et à mesure que ça pousse. Et là, on plante pied par pied, comme ceci. On appelle ça kai. On voit la plante petite comme ça, mais quand ça pousse, ça prend toute la place. Ici, on plante en fonction de la place dont on dispose. On profite des premières pluies qui tombent pour planter et récolter le riz avant la saison des pluies. Ensuite, ce ne sera plus possible, car le lac débordera et inondera toute cette partie. Alors on le fait maintenant, quand c'est possible. À cet endroit, c'est pas très grand, mais c'est assez suffisant pour cultiver pour notre propre consommation. Dans la région du sud, comme Cantreux, Frisiane, il y a beaucoup d'eau pour faire pousser le riz. Il y a énormément de rizières dans ces coins-là. Maintenant, le Vietnam a du riz qu'il peut exporter. On fait pousser et on récolte 3 fois par an. Un hectare peut donner 6 tonnes. Le Vietnam est le premier exportateur de riz. Là, on exploite juste cette parcelle pour éviter d'acheter le riz. Là, on répare la digue pour maintenir l'eau à cet endroit. Quand l'eau monte, elle débordera ici. Là, elle sera encore retenue et débordera de nouveau. Et elle descendra par là. C'est-à-dire qu'on maintient l'eau pour qu'il y en ait assez à cet endroit. Lorsqu'il y en a suffisamment, elle débordera. Ensuite, elle se remplira ici pour déborder. Et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on construit ces digues artificielles avec ces pierres.
Les enfants, venez dire au revoir. Le soleil commence à décliner. Nous nous apprêtons à partir. Je ne me lasserai jamais de regarder mon oncle Quang vivre en si parfaite harmonie avec la nature et démontrer qu'en optimisant ce qu'elle nous offre, on peut vivre loin de tout et avec peu de moyens. Tout ceci n'a qu'un prix, celui de l'ingéniosité de l'homme.